Lembel. Voilà, mesdames et messieurs, nous avons notre invité du matin. Le premier, il s'appelle Alexandre Kambale, député national, élu des libéraux dans le Nord Kivu. Oh oui. Il est avec nous ce matin. Alexandre Kambale, bonjour. Oui, bonjour, Crespet. Comment vous allez? Je vais bien. Ça va, la santé? Ça va quand même. Voilà. Ah, oui. Alexandre Kambale, député national. La session parlementaire a débuté le 15 mars. Oui. Vous êtes à Kinshasa pour cette session parlementaire, mais vous étiez aussi en vacances parlementaires. Oui. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est passé bien. J'ai été en vacances parlementaires pendant plus ou moins 1 mois et demi ou presque 2 mois. J'ai y rencontré la population du territoire de Lubero, la population de Goma, et je peux dire donc au moins la globalité de la province du Nord Kivu. J'ai vu la population qui nous a élus. Je suis spécialement donc de la circonscription de Lubero territoire. Lubero territoire. Oui. Ah, je ne suis jamais arrivé à Lubero, mais ça fait quand même, quand on est à Goma, on bénéficie de cette fraîcheur de Goma. C'est le même climat à Lubero que Goma? Effectivement, c'est presque le même climat, mais avec des variations sur des montagnes, dans des vallées, c'est un peu différent. Et quel est le message que vous avez apporté à votre électorat? Vous, devoir de redevabilité oblige, vous avez communiqué le travail qui a été abattu à l'Assemblée nationale, les lois qui ont été votées, oui. Mais aussi, c'est pour cette population, on vous a donné les attentes, leurs attentes. Quelles sont les attentes de la population par rapport à ce qu'ils ont, par rapport à leurs besoins immédiats et à ce qu'ils vivent, surtout Lubero, c'est dans l'Est. Oui, c'est... Est-ce qu'ils sont... Lubero est aussi victime de l'insécurité? Effectivement, je pense que peut-être avant que je n'aborde d'ailleurs les activités de vacances parlementaires, on parlerait normalement aussi des attentes donc de la population, parce que le gouvernement est descendu, mais effectivement c'est sur base donc de nos rapports de vacances parlementaires. Quand nous arrivons, nous déposons nos rapports de vacances parlementaires à l'Assemblée, notre bureau de l'Assemblée donc communique avec le gouvernement pour lui montrer les problèmes qui sont sur le terrain. C'est pour cela que le Premier ministre est descendu avec une grande équipe pour vivre la situation sur terrain et donc faire une sorte de comparaison avec les données de nos vacances parlementaires. Effectivement, comme vous venez de le dire, il y a un problème de l'insécurité à l'Est, spécialement au Nord Kivu et à Ituri. C'est pour cela d'ailleurs que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu le courage de proclamer un état de siège, parce qu'on a compris que ça ne va pas, il faut une solution, une décision courageuse et suprême. C'était la décision de l'état de siège. Et effectivement, l'état de siège a été proclamé, si nous le rappelons, c'était le 3 mai 2021, et jusqu'aujourd'hui, le Nord Kivu est dans l'état de siège. Et comme vous le savez, l'état de siège a des aspects, alors a des conséquences sur le quotidien de la population, notamment la restriction des droits et la restriction des libertés citoyennes. Vous trouvez que pendant plus de 11 mois, sa liberté, lorsque certains droits sont limités, la population se trouve un peu ennuyée par la situation. Elle se dit il faudrait qu'elle recouvre d'abord, d'ailleurs c'est la première requête, la population a besoin de recouvrir ses libertés et ses droits. Mais l'état de siège a été décrété pour favoriser les retours rapides de la paix dans l'Est de la RDC. Donc, c'est quoi les sentiments aujourd'hui de la population? Que disent le peuple de l'Est? Qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce que l'état de siège a apporté la sécurité, ou l'état de siège n'a pas à apporter ce qu'ils attendaient en termes de sécurisation de la sécurité et de la paix dans l'Est? Oui, en fait, la réponse c'est que c'est vraiment mitigé. C'est vraiment mitigé parce que l'état de siège a eu à faire ce qu'il devait faire.
bien sûr, des côtés, il y a eu des opérations quand même militaires qui ont évolué d'une manière ou d'une autre, mais du moins, il y a eu beaucoup de difficultés qu'a connu l'état de siège et nous avons eu à les décrier, n'est-ce pas, à travers l'Assemblée nationale. Parlons clairement, quelles sont ces difficultés que l'état de siège a engendrées dans l'Est de la République démocratique du Congo? Parlez-nous comme un élu qui vit au quotidien avec ses électeurs. Quels sont ces problèmes que vous rencontrez sur le terrain? Je viens de là. Je vous dis, il y a l'arrestation, par exemple, des députés provinciaux. Parce que simplement, ils ont eu à parler à la population. Parce que vous comprenez, Nelly, lorsqu'il arrive dans sa base, la population vient l'entourer et lui ne peut pas quitter sa parler. Il doit communiquer à la population. Oui. Et lorsqu'il communique à la population, on lui dit, il n'y a pas d'autorisation donc de tenir des meetings. Il n'y a pas d'autorisation. Oui, vous ne pouvez pas tenir un meeting dans une situation d'état de siège, donc les rassemblements politiques sont interdits. Alors, les députés provinciaux sont arrêtés. Il y a deux au Nord Kivu et un autre arrêté au niveau de l'Ituri. Donc, ça, c'est un problème. Lorsqu'il y a la restriction, n'est-ce pas, de certains droits, je viens de vous le dire. Il y a effectivement l'ordonnance de l'état de siège demandait à ce que l'autorité militaire puisse faire des perquisitions dans des maisons. Effectivement, ça on n'a pas vu tellement, mais il y a une sorte de, j'allais dire, d'imposition de décisions. La démocratie disparaît dans une situation d'état de siège. Il n'y a plus de démocratie là-bas. Il n'y a aucun contrôle. Donc, pour les autorités militaires, les autorités policières, il n'y a aucune institution qui les contrôle. Les projets de développement ont été presque à totalité suspendus. Tous les projets de développement, il n'y a plus rien qui avance dans le cadre du développement. Le développement connaît vraiment de sérieux problèmes. Au niveau des taxes, effectivement, comme au Nord Kivu, vous avez, oui, attendre qu'il y a une forte mobilisation des recettes. Et vous comprenez, lorsqu'il y a mobilisation des recettes, on ne peut pas manquer de parler aussi des tracasseries qui ont été connues. Il y a eu plusieurs tracasseries de la population. Vous vous dites, on mobilise mieux les recettes dans une situation atypique de l'insécurité. Qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un qui a fui la guerre, qui se déplace, quand il arrive quelque part, il veut essayer de chercher ce qu'on appelle la résilience, s'adapter, mais on lui dit, vous devez être soumis à des taxes. Alors, Alexandre, ce n'est pas une façon là de vilipender ou bien de porter un jugement un peu sévère au gouverneur militaire qui a augmenté la capacité d'absorption des recettes de la province. Il faut les féliciter. Est-ce qu'il y a eu tracasserie ou bien ce sont les opérateurs qui ne veulent pas, qui voudront bien revenir à l'état normal, comme ça, et éviter un peu la dureté, cette façon de gérer avec discipline de militaires? Oui, il y a eu tracasserie, ça je l'avoue, parce que d'ailleurs tout au début, nous l'avons décrié, qu'il y avait même certaines barrières qui étaient érigées parce qu'il y a état de siège. D'ailleurs, je peux vous dire qu'il y a encore certaines barrières qui sont érigées uniquement parce qu'il y a état de siège. Je vous parle d'une barrière qui se trouve au niveau de Kibumba. Ça, c'est à territoire de Rutshuru, sur la route de Goma à Butembo. Il y a une barrière des militaires. Où est-ce que vous avez trouvé, dans quel pays, une barrière uniquement pour les militaires? Voilà, ça c'est à Kibumba. C'est une barrière qui a été érigée à partir de l'état de siège et les gens se disent, apparemment cette barrière... Est-ce qu'il y a les problèmes, vous dénoncez quoi, le barrière ou la tracasserie en général? Et là, je suis en train donc de vous donner les quelques exemples. Effectivement que l'état de siège a été pris comme une approche. Pas une solution, mais quand même une approche qu'il faudra essayer. Et cette approche, à l'insécurité. Oui, pour juguler la question de l'insécurité. On a pris la décision de l'état de siège
À un moment donné, on a trouvé qu'avec l'état de siège a fait ce qu'il devait faire, mais du moins, il faudrait aller au-delà. C'est pour cela que notre gouvernement, avec l'intelligence du président de la République, a estimé qu'il faut aller au-delà et arriver à ce qu'il a appelé, ce que nous appelons la mutualisation. La mutualisation, c'est donc une deuxième approche qui va vous dire que donc la première approche a eu des difficultés et que pour dépasser ces difficultés, pour surmonter ces difficultés, il faut aller à la mutualisation. Et voilà, il y a un coordonnateur de la mutualisation, des opérations de la mutualisation des deux côtés, du côté de l'Ouganda et du côté de la RDC. Vous vous dites alors, les gouverneurs militaires qui étaient coordonnateurs des opérations, alors qu'il y a déjà un nouveau coordonnateur des opérations, il fait quoi? Il reste presque dans la gestion quotidienne que ferait même un civil. Voilà. Alors. Donc, la superposition des commandements, c'est vraiment une difficulté aussi au niveau des opérations. Voilà pourquoi, en fait, la population s'est dit que la levée ou la requalification de l'état de siège, c'était salutaire à ce moment pour que quand même la population puisse être restaurée de ses droits et de ses libertés qui ont été affreints par l'état de siège. Alors, vous parlez de la requalification, le Premier ministre l'a dit, parmi les décisions qui seront prises, il faudra penser à la requalification de l'état de siège. Quand on parle de requalification, qu'est-ce qu'il faudra changer pendant cette requalification? Parce qu'il faudra éradiquer, lever l'état de siège ou requalifier l'état de siège. En fait, dans la requalification, je parlerai de deux aspects. Le premier aspect, c'est que, se disait, nous avons voté le programme du gouvernement, l'Assemblée nationale, et dans le programme du gouvernement, il n'y avait pas question d'état de siège, mais de l'état d'urgence sécuritaire. C'est ça le programme du gouvernement. L'état d'urgence sécuritaire. C'est ça le programme du gouvernement que nous avons voté au niveau de l'Assemblée nationale. L'autre aspect, lorsque nous avons fait l'évaluation de la situation sécuritaire, donc de l'état de siège, parce que je suis d'ailleurs de la commission défense et sécurité, pendant notre évaluation, nous avons estimé que rien n'était besoin de disperser les forces, il faut concentrer les forces. Et pour concentrer les forces, il faut se focaliser à l'endroit qui est l'épicentre donc, de la situation. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on parlait du territoire de Beni et du territoire de Irumu au niveau de l'Itour. C'était les deux territoires dans lesquels on devait concentrer les forces pour essayer de presser l'ennemi et de se débarrasser de cet ennemi-là. Mais malheureusement, lorsqu'on se disperse dans l'étendue, les forces tendent à être effritées. Donc il faut une concentration des forces. Ce qu'on appelle la relocalisation, si nous pouvons le dire ici. On relocalise l'état de siège à un territoire, à des territoires de l'Irumu et territoire de Beni. L'état de siège à Beni pendant un moment, effectivement. Après, avec on change de ville. L'état de siège à Bunia. Non pas progressivement, de la même façon, l'état de siège à Irumu territoire et à Beni territoire pour être et puis les forces se concentrent là-bas. C'était ça notre proposition et pendant ce temps préliminaire. Et pendant ce temps que l'insécurité sera endiguée dans cette partie du pays, mais les autres parties alors? Qui était d'abord l'épicentre. Parce qu'il faut vous dire, l'état de siège a été proclamé, c'est par rapport à la récurrence donc, des massacres au niveau de ces deux territoires-là. Beni et Irumu. On a senti vraiment que les ADF sont en train de massacrer à grande échelle la population dans ces endroits. Il faudrait un état de siège, effectivement. Mais on avait vu à l'époque les avancées avec l'opération Sokola 1 et Sokola 2. C'est quoi la problématique? On vient, on fait l'opération. Est-ce que vous qui êtes sur terrain, qu'est-ce que vous vivez après les opérations? Est-ce qu'il y a les suivis? Est-ce qu'il y a la présence de policiers dans les villages qui sont conquis entre les mains des ADF? Parce que c'est aussi ça, les problèmes. Oui, c'est bien de conquérir les villages et territoires. Mais qu'est-ce qui est fait après
pour maintenir l'autorité de l'État. Vous qui êtes député national, qu'est-ce que vous constatez sur terrain? Oui, effectivement, si nous revenons à cette question, il faut même faire un regard, jeter un regard au niveau du territoire de Rutshuru avec le M23. Qu'est-ce que vous n'avez pas constaté? Qu'est-ce que la population n'a pas constaté? Il y a une sorte de tir au billet entre donc l'armée loyaliste, le FARDC, et M23. Une sorte de jeu de ping-pong. Oui, bah, ils arrivent, ils attaquent. Et après avoir attaqué, les rebelles ont fui. Et après, ils vont se retirer, les rebelles reviennent. Bon, c'est ça. Et effectivement, ça, on a constaté presque partout. Et même à Beni comme à Irumu, le problème, c'est quoi? C'est le problème des effectifs. D'ailleurs, le président de la République a eu vraiment à s'inquiéter de cette situation lorsqu'il était à Beni. Il a constaté qu'il n'y avait pas le nombre d'hommes ou 21 000 hommes comme il l'attendait dans les rapports qu'il recevait. Malheureusement, quand il arrive, il trouve qu'il n'y a pas cet effectif-là. Il y a un problème donc d'effectifs. C'est pour cela que nous avons d'ailleurs proposé qu'il faudrait qu'il y ait un contrôle interne au sein de notre armée et savoir finalement, les moyens qu'on déploie sur terrain, ça arrive et qui reçoit ces moyens. S'il y a des fictifs, d'ailleurs, quand le président de la République l'a constaté, nous disions que notre attente, c'était que l'on puisse arriver à couvrir ces vides-là par le recrutement. Et que nous attendons toujours. Le recrutement. Le recrutement, parce que c'est important. C'est important. Pour augmenter les effectifs. On ne peut pas faire la guerre sans recrutement. En dehors, n'est-ce pas, de ces fictifs-là, il y a, n'est-ce pas, les compatriotes congolais, nos FARDC, qui tombent sur les chats d'honneur. Et nous devons les remplacer par le recrutement. C'est le recrutement qui couvre tous ces vides-là. C'est pour cela que nous avons toujours demandé qu'il y ait quand même un recrutement au sein de l'armée. Tous ces éléments, vous les avez mis à la disposition du Premier ministre qui était en séjour à Goma, au Nord Kivu et à Ituri. Oui, oui. Et vous pensez qu'aujourd'hui, il faudra que ces propositions faites puissent être considérées et qu'on puisse changer la donne? Effectivement, nous estimons, nous espérons qu'avec la descente du Premier ministre avec son équipe, ils vont arriver, n'est-ce pas, à cette décision-là de requalifier l'état de siège. Et c'est ça d'ailleurs l'attente de la population. Et cette attente de la population, nous pouvons le dire que c'est dans deux aspects, au niveau donc des opérations et au niveau des décisions. Au niveau des opérations, je viens de vous dire qu'il y a eu des recommandations, par exemple le réajustement de la chaîne de commandement. Le réajustement de la chaîne de commandement, ce n'est pas que lorsqu'on change un joueur sur terrain qu'il a échoué. Non, c'est parce que l'adversaire a découvert sa tactique. Ouais. Il ne sait plus se tenir devant son adversaire. C'est pourquoi nous avons recommandé qu'il y a quand même un réajustement par rapport aux chaînes de commandement et qu'on se dise, il y a tel qui est telle part, ça ne va pas, on peut remplacer avec tel. Mais oui, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'infiltration, ça n'a rien à voir avec l'incompétence, mais c'est dans le but de pouvoir changer des tactiques. C'est pouvoir changer des tactiques avec de nouvelles personnes. C'est ça. Et nous avons estimé qu'au niveau des opérations, donc, il faut un changement, donc, un réajustement de la chaîne de commandement pour essayer de changer, n'est-ce pas, des tactiques. Il faut aussi, nous disions qu'il fallait élargir quand même la zone de la mutualisation. Et la zone de la mutualisation, il faut l'élargir. Avec l'armée ougandaise? Avec l'armée ougandaise, effectivement. Il faut élargir sur d'autres territoires pour que l'armée, dans la mutualisation, puisse juguler complètement la situation et être effectivement en face de toute la situation dans sa globalité. Nous avons estimé aussi que, je viens de le dire d'ailleurs, qu'il fallait recrutement pour combler ces vides-là. C'est important et c'est vraiment une bonne stratégie pour que nous puissions arriver à mettre à terme cette situation. Rajeunir l'armée et puis avoir plusieurs hommes à pouvoir mettre sur les hommes des opérations
comme ça maintenir l'autorité de l'État sur le terrain. Effectivement, mais aussi il faut arriver à contrôler la logistique. La logistique doit être contrôlée. Parce que vous avez ouï attendre qu'il y a eu des détenus militaires qui se retrouvent, je ne sais pas, dans des situations de vente, rations des militaires, détournement de moyens qui seraient affectés aux militaires, détournement, même vente des armes, munitions. C'était grave, c'est grave quand même cette situation-là. Il y a eu des officiers. Il y a eu des arrestations d'ailleurs qui ont été arrêtés parce qu'il y a détournement, il y a vente de munitions. Ça c'est vraiment grave. C'est pour cela que nous avons estimé qu'avec cette descente du Premier ministre de ce gouvernement, il va arriver à prendre certaines décisions par rapport, n'est-ce pas, au contrôle même des opérations. Parce qu'il était avec, n'est-ce pas, le ministre de la Défense, mais aussi le chef d'état-major général de l'armée était présent dans les milliers. Nous avons estimé qu'au niveau des décisions, au-delà donc de réqualification de l'état de siège, soit délocalisation de l'état de siège, relocalisation de l'état de siège dans les endroits qui constituent l'épicentre, où d'ailleurs l'état d'urgence sécuritaire que nous souhaiterions, au-delà de cela, il faudrait ajouter quand même l'assistance aux déplacés. Il faut ajouter l'assistance aux déplacés. Parce que des personnes se déplacent en masse. L'assistance aux déplacés. Ils se déplacent en masse dans notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Il faut que quand même notre gouvernement... Il n'y a pas d'assistance aux déplacés. Il n'y a pas d'assistance aux déplacés. Ça, nous vivons à territoire de Lubero, par exemple. Parce que le territoire de Lubero est territoire voisin du territoire de Beni, où c'est tellement grave avec la situation sécuritaire, et toutes les populations qui se déplacent donc de Beni, la plupart, ils viennent à territoire de Lubero, malheureusement, ils n'ont pas d'assistance. Il n'y a pas d'assistance à ces déplacés-là. Ils sont là. Il n'y a pas d'assistance. C'est la solidarité de la population qui joue, étant donné que nous sommes uniquement c'est la solidarité. C'est la solidarité de la population qui joue. Ça, effectivement, nous continuons donc à féliciter et remercier donc la population qui continue à recevoir et à pouvoir assister avec le minimum de moyens cette population. Mais où se trouvent ces ONG qui écument l'Est de la RDC? Est-ce qu'ils viennent en aide à cette population? Si vous pouvez revenir à la question. Les ONG qui sont très nombreux dans l'Est de la RDC, les ONG de Rwanda qui bénéficient des financements internationaux, est-ce qu'ils viennent en aide aussi à la population qui se déplace? Effectivement, que nous ne pouvons pas nier, dans certains endroits, les ONG sont en train de faire quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut que l'État il faut que le gouvernement puisse la capacité d'intervention. Augmenter la capacité. Ce n'est pas vraiment suffisant. Nous avons estimé que il faudrait que certaines mesures soient révisées. Par exemple, la mesure qui concernerait les frais de participation aux examens d'État au Nord Kivu, c'est maintenant $60. C'est plus cher que dans d'autres provinces. Et c'est là fixé arbitrairement par notre gouverneur. Nous lui demandons vraiment de pouvoir revenir à cette décision. Parce que lorsque la population est dans des conditions difficiles, il faut que les décisions du gouvernement aient un caractère social. Les décisions devraient avoir aussi un caractère social. On ne peut pas prendre des décisions qui sont tellement lourdes et qui exigent plus de moyens aux personnes déplacées. Imaginez-vous une personne de Tchanzu, alors l'élève de Tchanzu qui s'est déplacé et qui est soumis au paiement de $60 pour participer aux examens d'État. C'est paradoxal. C'est paradoxal, donc, cette manière de fixer le prix. Nous avons estimé que aussi, notre gouvernement, dans le cadre des décisions et de la politique, devrait faire en sorte que l'État congolais arrive cette fois-ci à aller rechercher les rebelles du M23 au Rwanda.
Parce qu'il faut toujours des replis au niveau des pays voisins. Faire la même chose que les Rwandais qui, des fois, fait des incursions sur notre territoire à la poursuite des FDLR. Des FDLR. Voilà. Cette fois-ci, aller aussi jusqu'au Rwanda pour rechercher les M23. Ils ne doivent pas aller chaque fois se cacher là-bas et nous ne pouvons pas franchir les frontières pour aller les rechercher dans le cadre de la coopération, dans le cadre donc de cette organisation des États de l'Afrique de l'Est dans laquelle nous avons adhéré. Il faudrait vraiment que notre diplomatie puisse jouer et arriver à ce niveau-là. Très bien. Nous avons compris qu'il y a eu beaucoup d'éléments que vous avez mis à la disposition du Premier ministre Samalou Kondé. Et puis, vous allez établir votre rapport à déposer au président de l'Assemblée nationale, Mbosso, mais aussi peut-être une motion d'information à l'Assemblée nationale. Vous y pensez déjà ? Oui, j'ai déjà déposé les rapports. C'est d'ailleurs le début. Je disais que nous avons déposé les rapports et c'est à partir des données des rapports qui sont descendus pour qu'ils essaient de comparer la réalité sur terrain pour pouvoir prendre une décision qui soit salutaire à la population. Et nous attendons la décision. C'est pourquoi je vous dis il y a des attentes quand même de la population par rapport aux opérations, de la population. Par rapport effectivement à la décision, aux opérations et à la politique. En fait, il y a certaines questions quand même que la population se pose par rapport à cette descente de la délégation du Premier ministre avec toute sa suite. La question se pose à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la durée. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de l'étendue. Le niveau de la durée. En fait, la population se pose la question de savoir est-ce que pendant les quelques 2, 3, 4 jours que le Premier ministre a été là, a si entré à profondeur dans la compréhension de la situation. Ben, étant donné que vous, les députés nationaux, avez déjà peaufiné des rapports, des rapports pour donner des éléments d'information au Premier ministre, c'était question de pouvoir tâter, comprendre la situation sur le terrain et prendre les décisions idoines. Ce n'est pas question de la durée. Oui, ça, je vous dis, c'est une question. Des retombées, peut-être. C'est une question quand même que la population se pose parce qu'il y en a qui voulaient le voir, mais... rester un peu plus longtemps là-bas. À cause du temps, ils n'ont pas pu voir le Premier ministre pour lui dire ce qu'il voulait lui dire. Ça, c'est une inquiétude donc, de la population. La deuxième inquiétude, je vous dis, c'est par rapport à l'étendue. Parce que quand on évalue l'état de siège et que l'évalue à Goma sans être à Beni, c'est quand même il y a des questions. Hein, à Beni, c'est le Nord Kivu. Oui, à Beni, c'est le Nord Kivu. Et à Goma, c'est le Nord Kivu. Mais quand même, c'est la ville de Beni qui est plus touchée, victime de l'insécurité. Et lorsqu'on fait une descente, on s'arrête seulement à la ville de Goma, qui est capitale, donc chef-lieu, vraiment, je voulais dire, de la province du Nord Kivu. Sans être à Beni, on s'est dit qu'on risquerait d'avoir les informations on a même à Kinshasa. On a les informations de Goma qu'elle devrait avoir à Kinshasa. La population aurait voulu voir les premiers ministres descendre jusqu'à Beni. Oui, la population souhaiterait que le Premier ministre arrive à Beni, arrive à Lubero, arrive aussi à Rutshuru pour comprendre la situation du M23. La population aurait dû souhaiter que le Premier ministre, en arrivant à Bunia, arrive aussi à Irumu. Si possible, ça donne encore l'espoir à notre population. Mais bien sûr, nous ne doutons aucunement pas de la capacité donc, de compréhension du Premier ministre, de notre gouvernement et de la délégation du Premier ministre. Nous avons quand même, nous leur donnons crédit, nous leur donnons confiance et nous estimons qu'ils ont bien compris à partir de là où ils ont été. Néanmoins, ces questions-là se posent. Voilà. Merci, on va chiter avec vous. Honorable Alexandre, merci pour ces informations, beaucoup d'informations. Oui. Vous avez aidé la population congolaise à comprendre un tout petit peu le méandre de cette question sécuritaire de l'Est qui se pose avec acuité depuis des années. La population de l'Est souffre et le Premier ministre a pris la décision de descendre sur le terrain. Oui, il a fait quelques jours, mais les rapports ont été peaufinés par les députés nationaux, les forces vives de cette partie du pays, la société civile. Je pense que nous avons tous besoin de voir l'Est en paix parce que cette partie du pays nous
nous l'aimons beaucoup et pour avoir été à Goma, avoir été à Walikale, avoir été à Ouacha, à Durba, eh bien, nous avons un grand et beau pays pour avoir été à Massissi. Ce que nous vivons à Kinshasa, ça ne s'apparente à rien avec le climat de l'Est. Alors, nous allons quand même terminer cette interview avec votre séjour. Est-ce que vous avez à communier avec vos électeurs? Oui. C'était comment l'ambiance qui a régné? Nous avons quelques images pendant que nous allons parler, Guilain, pendant que nous allons terminer. Pas encore? Ok. Nous allons donc chuter avec vous. Parlez-nous de la réalité de vous, député national, sur terrain, surtout quand on sait que vous avez eu du mal à faire le contrôle parlementaire durant plusieurs mois. Et qu'est-ce que la population vous dit? Oui, effectivement, comme je vous dis, la soif de la population du Nord Kivu, c'est de retrouver alors la sécurité et retrouver les libertés et droits qui ont été affreints par la décision de l'autorité de l'État, alors de l'autorité, oui, de notre pays, au niveau du chef de l'État. En fait, la population essaie de se poser plusieurs questions sur le nombre de fois que nous avons prorogé l'état de siège et sur les opérations ou la réalité sur terrain. C'est pour cela, effectivement, nous venons de vous le dire, sur base de ces questionnements-là, il y a eu des rapports et le gouvernement est en train de faire l'évaluation de temps à autre. Effectivement, dans le cadre de contrôle parlementaire, parce que nous sommes appelés à faire contrôle parlementaire au sein de notre gouvernement, et nous le faisons. Il y a plusieurs questions qui se posent par rapport au contrôle. C'est par exemple aussi l'effectivité de la gratuité. Ça, c'est aussi une question qui se pose avec acuité sur terrain. Parce qu'il y a plusieurs écoles qui ne sont pas payées, ou du directeur à l'enseignant, aucun ne payé. Tous sont des NI et ils ne reçoivent rien. Ils ont des difficultés. Il y a des difficultés par rapport à la construction des écoles. Je vous dis que pour le moment, il n'y a plus d'espoir pour un directeur de construire l'école avec des moyens propres parce que ça n'existe pas. Il doit attendre les moyens lui envoyés par le gouvernement, les frais de fonctionnement qui ne sont pas aussi au niveau de lui permettre, au niveau de pouvoir lui permettre de donc il faut aussi la réqualification de la gratuité de l'enseignement. Effectivement, c'est pourquoi une loi est en train d'être élaborée sur la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il faudrait se dire, nous avons combien d'écoles, nous avons quelle charge en tant que gouvernement, et qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir répondre à ces besoins, aux besoins de la charge que nous avons, sur base du nombre des écoles que nous avons. Ça, c'est un problème. Nous estimons que le ministre de l'enseignement, qui était aussi au Nord Kivu, a eu à rencontrer les couches sociales, a eu à rencontrer aussi nos rapports. Il pourra prendre une décision qui va soulager notre population. Parce que ça, c'est un problème aussi qui a été tellement posé. Il y a un problème au niveau du territoire de l'Upero autour des conflits de terre, des conflits de terre et la relation entre l'organisation ICSN qui est chargée de suivre le parc national de Virunga et les agriculteurs. Parce que, en fait, les limites du parc ne sont pas bien définies au niveau du territoire de Lubero. Ces limites-là devraient être bien définies et clarifiées pour que la population sache les limites du parc et que ceux qui gardent le parc, notre beau parc de Virunga, puissent être en collaboration, parce que c'est important que les deux soient en collaboration. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont appelé la conservation communautaire. Pour arriver à la conservation communautaire, il faut une cohabitation entre les deux. Et il faut revoir donc les frontières entre parcs et les champs des agriculteurs. Merci beaucoup. Il y a un problème de routes et de dessertes agricoles. C'est presque partout. C'est presque partout. On va revenir sur ça. On va revenir sur
la problématique de l'agriculture, la construction, la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, le développement des 45 territoires prochainement. On sent que vous avez beaucoup à dire, mais ce n'est pas en peu de temps qu'on peut tout aborder. Vraiment. Nous allons vous recevoir prochainement pour aborder d'autres sujets, parce que vous êtes un élu qui est en contact avec ses électeurs. On va vous accorder notre antenne de temps en temps, que vous puissiez apporter ces éléments d'information. Merci. Merci beaucoup, honorable Alexandre. Je rappelle que vous êtes député national, élu de Lubero, dans le parti politique Birek qui dirige, dont l'autorité morale est Julien Paloukou, l'ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu, actuellement ministre de l'Industrie. C'est ça? Effectivement. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. On marque une petite pause. Merci. On se retrouve dans quelques instants.